Docteur de Reddy, quelle a été la pire réaction, heureuse, d'une manière psychopathe, ou triste, que vous ayez jamais eue en disant à quelqu'un que son proche va mourir, ou est mort? Un père qui venait d'apprendre que son fils était mort d'une overdose est allé s'asseoir calmement dans une de nos salles d'urgence vides. Il a dit à une infirmière de l'admettre parce que, si je rentre chez moi ce soir, la famille devra organiser 2 enterrements. Après un internement obligatoire de 72 heures en psychiatrie, il a été libéré avec quelques nouveaux médicaments, qu'il a utilisés pour se suicider. Merde. Avait-il quelqu'un d'autre? Je sais que mon père a dit après la mort de ma mère que s'il n'avait pas d'enfant, il se serait probablement contenté de se surpasser. Je pense que si quelqu'un veut vraiment y aller, rien ne l'en empêchera. J'ai expliqué à un mari qu'après que sa femme, qui traversait la rue, ait été heurtée par une voiture, elle avait une hémorragie importante à l'abdomen. Malgré ma tentative d'opération, sa femme est morte sur la table d'opération. J'ai été très désolé pour sa perte. Il a hoché la tête et m'a demandé « Ok, merci. Quand pensez-vous qu'elle sera prête à rentrer chez elle ?» Il a complètement refusé d'accepter ce que j'ai dit. Edith, cas difficile. Le mari était sur un passage pour piétons avec sa femme et ses enfants, et a vu la voiture heurter sa femme. Ensuite, sur place, sa femme parlait, puis a été transportée à l'hôpital. Le mari voulait donc croire que tout allait bien se passer. Finalement, il s'est mis en colère contre les services médicaux d'urgence, le service des urgences, le personnel infirmier et moi. J'ai été assigné à comparaître dans le cadre d'un procès contre le chauffeur, mais l'affaire a été réglée devant le tribunal. Aïe. Celui-ci a failli m'étouffer. Je ne peux pas m'imaginer avoir quelqu'un autour de moi pendant si longtemps et le voir mourir à cause de quelque chose d'aussi rapide et soudain. J'espère qu'il va mieux maintenant. Tout à coup, c'est une façon de faire tellement merdique. Il y a environ 10 ans, je marchais sur le trottoir avec mon fiancé, Andrea. Nous avions fait des courses ce matin-là et nous nous rendions à son café préféré pour déjeuner. Puis, tout à coup, une vieille berline marron est arrivée au coin de la rue, qui a perdu le contrôle. Nous nous tenions la main pendant que nous marchions, et soudain, je l'ai sentie s'éloigner de moi. Je me suis retourné et elle avait été aplatie entre la vieille berline et le mur d'un magasin de fleurs. Elle est morte presque instantanément. Le conducteur est sorti de la voiture en titubant et est tombé. Pendant que les passants le maintenaient au sol, je suis resté là, sans vraiment réfléchir à ce qui s'était passé. J'ai senti une douleur aiguë dans ma main et il s'est avéré que le diamant de sa bague m'avait ouvert la paume quand elle a été arrachée. Je suis resté là, à la regarder d'abord, puis à regarder ma main qui saignait, puis je me suis effondré en criant. Finalement, les services médicaux d'urgence se sont présentés et ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Elle a été transportée à l'hôpital et ils ont prononcé son décès. J'ai encore la cicatrice sur ma main. Elle a été enterrée avec sa bague. J'ai dit à un patient âgé que son cancer du poumon s'était métastasé dans son cerveau et que nous n'allions pas poursuivre le traitement. Je lui ai demandé s'il voulait de l'aide pour le dire à sa famille, et il m'a répondu qu'il avait eu une bonne vie et qu'il voulait partir à la pêche avec son fils seulement, et qu'il lui dirait alors. J'ai dû retenir mes larmes sur ce point. Mon grand-père a dit la même chose vers la fin de sa vie. Le cancer l'a complètement détruit, mais il a insisté pour aller pêcher une dernière fois. Il n'a jamais réussi. Tant d'événements traumatisants, qu'il est difficile d'en choisir un ou de se rappeler tous les détails, mais celui-ci était différent, pas de traumatisme, pas d'urgence. Nous avons fait part à ce type sympathique de son diagnostic qui le tuera bientôt, des semaines, voire des mois. Puis nous lui avons demandé à qui nous devions parler ou qui pouvait être son tuteur. Il n'avait que son patron de son récent emploi. Pas de famille, pas d'amis. Il était tout seul. Son patron lui avait rendu visite une fois auparavant. J'y ai beaucoup pensé. J'y pense toujours. Merde. Quel âge avait-il? Tellement triste. Il avait 50 ans. Un type vraiment sympa. J'étais interne aux soins intensifs à l'époque. Toute l'équipe était stupéfaite. Nous en avons parlé, mais il était difficile de comprendre sa situation. Merde. Je déteste vous le demander sans cesse, mais comment le prenait-il en général? Il était juste un peu silencieux, regardant parfois par la fenêtre. Il n'a jamais posé de problème à personne, ni à l'infirmière, ni à ses collègues, pendant son hospitalisation. Alors, voici une histoire bizarre qui m'est restée.
Un patient d'une cinquantaine d'années est mort dans une seule chambre du service alors qu'il était entouré de sa famille portugaise. Principalement des femmes, épouses, sœurs, beaux-parents, tout au moins quadragénaires. Nous savions que son état se détériorait et nous n'avions pas l'intention de le réanimer s'il mourait. Quelques jours après son admission, il est décédé alors que sa famille lui rendait visite. L'infirmière m'appelle pour confirmer le décès et tout le monde dans la pièce est complètement silencieux et me regarde. Je confirme ce qu'ils savent déjà et tout le monde me harcèle, me prend dans ses bras, me baise les mains, m'embrasse les joues et me remercie abondamment de m'être occupé de son parent. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était comme une soudaine libération collective de la tension dans la pièce. D'une certaine manière, je pense qu'ils étaient juste soulagés qu'il ne souffre plus. Je suis médecin urgentiste. J'ai dit à ma femme que son mari avait eu une énorme attaque hémorragique, et qu'il ne se réveillerait probablement pas. Cris, sanglots, effondrements. Puis des douleurs thoraciques écrasantes. Maintenant, c'est aussi ma patiente. Troponine élevée, échocardiogramme, cathétérisme cardiaque ont montré qu'elle avait développé une cardiomyopathie de Takotsubo, alias syndrome du cœur brisé, juste devant moi. J'étais un membre de l'armée qui travaillait sur une intervention d'urgence suite à un accident de voiture, et le frère jumeau d'un type était celui qui mourait dans un fossé avec la tête cassée. Le jumeau survivant avait l'air d'avoir perdu son âme, comme si tout dans sa vie n'avait aucun sens. Le reste de la famille et les amis étaient tous désemparés et pleuraient, mais il semblait qu'il allait mourir de chagrin. En tant que jumeau, cela m'horripile. Mon petit ami est un jumeau et il m'a déjà dit qu'il espérait que son jumeau décède en premier parce qu'il ne voudrait pas que son frère souffre de l'enterrer, il préfère de loin prendre ce chagrin pour lui. Le patient a été diagnostiqué avec une forme très agressive de cancer du cerveau. Il fréquentait un collège loin de son lieu d'origine et était accompagné de son meilleur ami puisque sa famille était très éloignée. Tout en lui expliquant les options de traitement et le pronostic attendu, son copain lui a dit alors, « Si tu meurs, je peux avoir ta stéréo ?» Le patient a bien ri et l'a maudit. J'ai eu un patient qui a été transporté par avion de très loin avec une brûlure accidentelle qui n'a pas survécu. Le seul membre de la famille à l'hôpital était un enfant adulte, qui a eu une réaction très appropriée lorsque je le lui ai dit, choc, incrédulité, tristesse, déni, etc. Le conjoint du patient était encore à la maison, à quelques heures de distance. J'ai appelé le conjoint et lui ai parlé de la nature de la brûlure, de la nécessité de se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible pour lui dire au revoir, etc. La réponse a été OK, merci docteur. La plupart des gens sont frénétiques, mais cette personne était complètement calme et plus préoccupée par le nettoyage de la maison. Le patient a étonnamment réussi à passer la nuit et la famille a amené son conjoint à l'hôpital le lendemain matin. J'ai pu parler à l'épouse et j'ai réalisé que lorsque le patient a quitté la maison avec les ambulanciers, l'épouse savait qu'il n'y avait aucune chance que le patient survive. Je ne faisais que confirmer ce que le conjoint savait déjà, à savoir qu'il perdait un partenaire avec lequel ils étaient ensemble depuis près de 40 ans. Il semblait plus préoccupé par la maison parce qu'il ne pouvait plus supporter de regarder les empreintes de pas brûlées dans le tapis. Edith, le patient est mort peu après l'arrivée de son conjoint. Il était encore étudiant à l'époque, en rotation dans l'unité de soins intensifs. Nous étions en tournée le matin et venions de terminer de discuter d'un patient décédé la veille, et il s'avère que la famille n'avait pas encore été informée. Alors bien sûr, la famille se présente pour prendre des nouvelles de son proche et doit être informée de la triste nouvelle devant un grand groupe de résidents et d'étudiants qui la reluquent. À mon avis, ils ont également été informés d'une manière clinique assez froide au lieu d'une description plus douce et d'une absence générale de compassion. Le fils a commencé à perdre la tête. Il s'est mis à crier, à menacer le personnel, et a fini par frapper et briser un écran d'ordinateur et a dû être emmené par des gardes. Honnêtement, je ne le blâme pas. Enfant atteint de lupus congénital, la famille avait refusé la plupart des traitements. L'enfant était sous dialyse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et avait besoin d'un rein. Nous avons dit aux parents que sans la greffe de rein, leur enfant mourrait. Ils nous ont dit qu'ils avaient foi en la vie de leur enfant sans le rein. Les parents avaient tort. Edith, sur la réaction des parents au décès, la mère était dévastée, elle n'arrêtait pas de dire que Dieu aurait dû sauver son enfant. Papa était en colère et a quitté l'hôpital. Grand-mère répétait sans cesse,
Dieu a pris l'enfant parce que son enfant avait accompli son dessein sur terre. J'ai pris cette dernière partie à cœur et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour donner du pouvoir à chaque enfant que je vois et les aider à avoir la meilleure qualité et quantité de vie possible. Il n'y a pas eu de poursuite. L'enfant est mort des complications de sa maladie, les parents ont le droit de refuser l'intervention médicale jusqu'à ce que les médecins interviennent devant les tribunaux et nous sommes arrivés trop tard. Je suis infirmière. Je travaille dans une unité de soins intensifs, donc quand je dois téléphoner à quelqu'un pour lui dire que l'état de son proche a changé ou qu'il est décédé, c'est généralement traumatisant et inattendu, par rapport à une unité de soins palliatifs où les familles savent que cela va arriver. J'ai eu un patient qui n'a pas été intubé, c'est rare aux soins intensifs, et un type vraiment gentil. Je lui ai parlé pendant la majeure partie de mon service de nuit de sa famille, de sa vie, etc. Je suis rentré de ma pause à 3 heures du matin et j'ai entendu mon partenaire crier à aller chercher le chariot de réa. J'avais un mauvais pressentiment sur ce type, donc je m'y attendais, mais manifestement, la famille ne s'y attendait pas. Appeler son fils pour lui dire tu dois aller chercher ta mère et venir ici le plus vite possible était déjà assez difficile. Mais le rappeler pour lui dire je suis vraiment désolé mais malgré tous nos efforts, ton père n'a pas pu venir était horrible. C'est un homme adulte. J'ai entendu son téléphone tomber par terre et il s'est mis à sangloter à sa femme et à marmonner de façon incohérente entre deux sanglots. Je ne savais pas s'il allait encore décrocher le téléphone, alors je suis resté en ligne pour écouter un peu. C'était déchirant. En tant que mère d'un patient, merci pour tout le travail que vous faites, je vous promets que cela ne passera pas inaperçu. Ma fille avait 2 semaines lorsque j'ai reçu un appel de son infirmière aux soins intensifs me disant « Écoute, elle a des problèmes et nous faisons de notre mieux pour la soigner et la sauver, mais tu dois venir ici tout de suite pour lui dire au revoir ». J'étais déjà en route de toute façon après être sorti pour aller chercher quelque chose à manger. J'y ai littéralement couru, ils avaient fermé l'unité de soins intensifs et mis les autres parents et proches dehors. En tant qu'infirmière des soins intensifs, vous savez que cela signifie généralement qu'il se passe quelque chose de très grave ou qu'il y a eu un décès. J'ai parlé à l'un des parents dans la salle d'attente et j'ai dit qu'ils m'ont juste appelé pour aller voir le nom de mon bébé, mais ils ont fermé l'unité, puis un des parents a dû me dire « Chérie, ils ont fermé l'unité à cause de ton bébé, je les ai vus travailler sur elle, tu dois y aller et dire au revoir ». J'ai donc fait irruption et j'ai couru vers elle, en pleurant hystériquement et sans savoir quoi faire de moi. J'ai été accueilli par une équipe de chirurgiens, de médecins et d'infirmières qui l'entouraient, la choquaient, l'intubaient et la congelaient. C'était horrible. J'ai vu à quel point ils ont essayé de la sauver. Miraculeusement, elle a réussi à s'en sortir. Elle va bientôt avoir 5 ans et je ne pourrai pas être plus fier d'elle, ni plus reconnaissante envers l'équipe médicale qui lui a sauvé la vie. Que pensez-vous de ces histoires? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.